Et donc, rebonsoir à tous et à toutes. Comme d'habitude, on a ces petits défauts techniques, des défauts de signal. Donc, j'attends à ce que tout le monde puisse nous rejoindre, également Daniela, pour pouvoir commencer la session et discuter à propos des magasins éphémères et surtout, on discutera du cas de figure de Cézanne. Et donc ce soir, avec Daniela, on va pouvoir parler d'une étude de cas avec cette marque française depuis sa création et jusqu'au jour. Et notamment, on va pouvoir comprendre le parcours de la marque, ses choix, ses stratégies retail, etc. Donc, on a choisi spécifiquement ce cas de figure pour pouvoir comprendre comment une marque puisse choisir son parcours et comment la marque se développe dans son pays et ailleurs. Donc, je vais inviter Daniela et j'attends quelques petites secondes. Et Daniela va pouvoir nous raconter tout à propos de l'historique. Daniela, bonsoir. Bonsoir Elia, comment vas-tu? Tu vas bien? Super. J'ai passé un petit moment à discuter toute seule. Il y avait je pense, un petit défaut technique. Donc, Ça y est, je, nous y sommes. on est- merci de faire ce live et j'espère que tout le monde qui ont déjà fait le choix de venir nous rejoindre, qu'ils puissent nous rejoindre ce soir dans ce live parce qu'il y avait plein de commentaires en disant qu'on a hâte de vous rejoindre avec Daniela ce lundi. Donc voilà, on dit bonsoir à tous et je te dis encore une fois merci pour ce live. Merci Galia, merci de me permettre et de converser ensemble en fait à travers ce live Instagram. Voilà, et bien on va espérons qu'on va apporter des nouvelles lumières ou des idées, voilà, pour voilà, toutes les personnes qui veulent créer des marques, ceux qui veulent faire des pop-up stores, voilà, essayer d'être inspirantes. C'est ça. Et surtout, aujourd'hui, on va parler d'un cas de figure qui est très intéressant. Et tu vas nous expliquer l'historique de la marque depuis sa création et jusqu'en 2017, le moment où tu as rejoint les équipes et comment tu as développé avec l'équipe les actions Pop-Up Store. Tout Donc, à fait. je te laisse nous raconter tout ça. Voilà. Alors en fait, la marque Cézanne donc a été créée par Morgane Césalori. Donc Cézanne, c'est la contraction de son prénom et de son nom. Donc elle a monté donc Cézanne en 2013, mais avant, en 2008, en fait l'histoire de Morgane, c'est que c'est une totale self-made woman. C'est une personne qui est une chineuse et en fait dès qu'elle a eu son bac en poche, elle a une grande sœur qui partait à Londres et qui lui a laissé ses vêtements en lui disant tu en fais ce que tu veux. Et, euh, et Morgane donc a décidé de commencer à vendre les vêtements sur Internet. Mais sa très grande force, c'est qu'elle a mis en scène en fait ses vêtements. Et donc en 2008, elle a créé une marque qui s'appelle Les Composantes, donc où elle vendait du vintage. Et donc, je vais te raconter un petit peu l'histoire des composantes. Mais ce qui est Oui. intéressant, c'est de voir, c'est que, en fait, sa manière de fonctionner, de cette espèce de blog, site de vente, les composantes, c'est ce qui a amené finalement la forme de Cézanne. Et donc, Morgane était toute seule quand elle a ouvert donc les composantes. Donc, elle passait donc une partie du mois à chiner et à trouver des produits. Ensuite, elle passait une partie du mois à les reconditionner, les laver, les rendre beaux, etc., les photographier, les mettre en scène. Et ensuite, elle faisait ses ventes qui duraient très peu de jours. Et jusqu'à eu un moment, je crois qu'elle faisait la vente de 100 produits pour une vente. Et ensuite, dès qu'elle avait envie, donc c'était des pièces uniques, forcément, parce que c'est du vintage. Et ensuite, elle allait à la poste pour envoyer tous les paquets. Et à chaque fois, c'était un éternel recommencement voilà, des composantes. Et ça a duré 5 ans.
Et donc, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien les réseaux sociaux. Mhm. Ça a été les démarrages d'Instagram. Voilà, elle a eu vraiment l'idée, pas de mettre le produit juste pof, une photo, mais vraiment de le mettre en scène. Mhm. Voilà, de le porter, de le mettre en scène, de raconter une histoire. Et ça, forcément, c'était très nouveau à l'époque. Et donc, forcément, il y a eu une énorme émulation autour de ça. Et donc, quelques années avant la création de Cézanne, elle a rencontré son mari qui la pousse et qui lui dit, bah, écoute, il faut que tu crées maintenant que tu as l'habitude d'aller chercher les produits, de les voir, de les toucher. Et c'est comme ça que, en fait, que Cézanne est née. D'accord. Très Et donc, intéressant. et donc Cézanne, c'est une marque qu'on appelle une DNVB, c'est-à-dire une Digital Native Vertical Brand, c'est-à-dire une marque qui naît sur Internet, mais qui ne fait pas que Internet. Et donc, la marque est née donc en 2013 en 2016, donc, elle décide d'avoir un lieu qu'elle appelle l'appartement Cézanne. Ah oui, ce qui est très important chez Cézanne depuis le début, c'est tout le wording. Dans Oui. toutes les étiquettes, vous avez écrit fait avec amour. Donc, je dis, elle a à chaque fois la façon de parler avec sa communauté, d'utiliser des mots, l'appartement Cézanne, voilà, une façon d'agrandir sa communauté et de la prendre avec émotion, en fait. Et donc, l'appartement Cézanne, ça a été vraiment une révolution et ça a été la première vraiment à avoir l'idée de faire en fait un appartement qu'on appelle à l'époque un showroom connecté. C'est-à-dire qu'on allait dans l'appartement qui était situé au même endroit que l'appartement aujourd'hui, mais qui était beaucoup plus petit parce que c'était le lieu où il y avait un bout d'appartement, un peu de bureau, un peu de tout. Oui. Et les gens venaient et ils avaient donc une pièce de chaque taille de la marque, donc en 36, 34, 36, 38, 40, 42, etc. Et donc, vous veniez essayer les chaussures, les sacs, les vêtements qui étaient mis en scène dans ce joli appartement avec des meubles vintage. Mais une fois qu'après, vous aviez essayé le produit et que vous décidiez de l'acheter, eh ben, il y avait le relais online tout e-commerce qui prenait. Donc, on faisait la commande sur l'ordinateur et ensuite, on ne partait pas avec la pièce qu'on avait essayée. C'était le Internet qui reprenait le relais et donc l'envoi par la poste, etc. Et ça a duré à peu près, c'est né en 2016. Et moi, je suis arrivée dans les équipes Cézanne au démarrage de l'année 2017. C'était l'envie donc de Morgane Césalori et de son associé Corentin Poty d'élargir le réseau donc de Cézanne. Et Oui. donc, au moment où je suis arrivée, il y a eu un grand remaniement de l'appartement. Il y a eu des très, très gros travaux de l'appartement. Et donc, on a quelques photos que je t'ai envoyées. Et on a vraiment réfléchi au parcours client et tout ce qui constituait déjà finalement l'acquis qu'il y avait eu pendant une année d'ouverture de cet appartement. Par exemple, les chaussures sont un tiers des ventes de Cézanne. Donc, Mm. nous avons dédié un tiers de l'espace de l'appartement aux chaussures, avec une énorme banquette immense pour que, en fait, toutes les clientes et toutes on va dire, les amatrices de la marque Cézanne, quand elles venaient à l'appartement, elles essaient les chaussures les unes à côté des autres sur une Oui. grande banquette comme des grandes copines en fait et Oui. elles peuvent Oui. échanger en parlant de voilà parce qu'il y a en fait ce qui est important de Cézanne c'est cette énorme communauté. Elle a basé tout son business sur cette communauté qui est très très grosse. J'aurais dû aller regarder les chiffres de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc déjà celle de Morgane Césalori et celle de la marque qui sont immenses. Donc Oui. un tiers de l'appartement, on l'a dédié aux chaussures. Ensuite, quand des gens viennent essayer dans un appartement, dans un lieu physique, donc elles connaissaient les produits par cœur, etc. Et donc il fallait offrir plein de cabines parce qu'elles essayaient les produits. Donc on a mis 10, 12 cabines à la filée, là, les unes à côté des autres, pour pouvoir essayer les vêtements. Ensuite, à l'appartement Cézanne, on a apporté aussi un peu de lifestyle, des choses qui n'étaient pas forcément vendues dans le site, des petits carnets, du vernis à ongles, de la vaisselle, des petits cactus, voilà, plein de produits voilà, qui venaient finalement enrichir l'offre Cézanne, mais physique qui était différente de celle qu'on avait online.
D'accord. Et c'est comme ça que petit à petit, que pas petit à petit, après je t'expliquerai, mais au début, quand on a ouvert l'appartement Cézanne en avril 2017, le fonctionnement était le même que celui du showroom connecté. D'accord. Mais ça a été très compliqué parce que tu imagines qu'entre 2013 pardon, et 2017, 2016. la marque, c'est une marque qui a fait parler d'elle. Les produits, elle faisait ses ventes online le dimanche matin quand elle lançait sa collection. Tu penses bien que 2 heures après, il n'y avait plus un seul produit, mais pas parce qu'elle voulait fabriquer moins de produits, mais en fait, elle n'était entre guillemets victime de son succès, c'est-à-dire elle avait choisi des fabricants qui étaient des maisons familiales, qui faisaient pas des énormes quantités, et donc très vite, ça a été un boom. Et à l'appartement, ça a été pareil, c'est-à-dire quand on a réouvert, ça a été mais de la folie furieuse, c'est-à-dire des queues énormes de gens qui attendaient. D'ailleurs, moi, j'ai aussi réfléchi avec Morgane et Corentin de comment, en fait, on allait prendre la cliente dès qu'elle était dans la rue jusqu'à la caisse. Voilà, de comment on allait l'accueillir, qu'est-ce qu'on allait faire pour la faire attendre dehors, quel message nous allions donner. Voilà, moi j'ai trouvé l'idée du doorman, c'est-à-dire qui vous ouvre la porte, Oui. voilà, comme à New York, voilà, pour vous accueillir dans le magasin et à qui on peut poser les premières questions de savoir où se diriger, où aller chercher du prêt-à-porter, où aller chercher des chaussures, où aller, voilà. Et ensuite, c'est les vendeurs, voilà, qui prenaient le relais. Et chacun avait vraiment des tâches très très précises, parce que sinon c'était de la folie tellement nous avions de clientes dans le magasin. Bon, c'est vrai que je pars un peu dans tous les sens, mais bon, on va se recentrer. Et donc de cet espace physique qui a été imaginé étape par étape, de l'extérieur jusqu'à l'accueil en magasin, l'espace des chaussures, l'espace de lifestyle, l'espace des cabines, l'espace des caisses, voilà, pour donc vendre la marque. Et Daniela, je suis curieuse de savoir, l'appartement était situé où? Alors l'appartement, il est en fait au croisement entre la rue d'Uzès et la rue des Jeuneurs. Il est à un angle de rue. Mais en effet, tu as raison de poser cette question. Ce n'est pas un lieu avec une vitrine parce qu'il en fait, il est surélevé par rapport à la rue. Il faut faire quelques petites marches d'escalier avant d'entrer dans l'appartement. Et donc, au début, on a eu, c'était un quartier qui n'était pas du tout destiné, voilà, qui était un quartier de la fin du sentier. C'est un hub un peu technologique dans Paris. C'est pas loin de la Bourse de Paris. C'est vraiment un quartier de travail. Beaucoup de gens dans la rue disaient où est l'appartement Cézanne. Et donc moi j'avais eu l'idée, je t'ai mis une petite photo d'un petit chariot de glace. Qu'on avait fait peint tout en noir avec le logo Cézanne, qu'on mettait dans la rue au coin pour qu'on puisse nous voir de loin. Parce qu'en fait, j'avais eu aussi la même chose chez Merci. Donc, on a parlé de Merci lors d'une autre conférence. C'est la particularité donc de ces deux marques, c'est d'avoir vraiment été des gens qui ont osé prendre des lieux qui leur plaisaient, mais qui n'étaient peut-être pas forcément destinés au début à être des commerces. Des lieux Merci, c'est derrière une cour, donc il faut quand même passer la cour pour entrer dans le magasin Merci. Et Cézanne, c'est dans un quartier qui n'était pas destiné, c'est pas un quartier de boutique, c'est pas un quartier dans lequel on se balade et qu'on a, je sais pas moi, Sessoun et Bache et d'autres marques à côté. C'est un quartier. Maintenant, la rue d'Uzès et la rue des Jeuneurs, depuis Cézanne, sont devenues des rues où il y a plein d'autres marques qui sont en train de s'installer. Il y a la Redoute qui vient de s'installer. Il y a Socialite Family qui s'est installée. Il y a plein d'autres marques qui se sont installées dans cette rue. Mais c'est Cézanne qui a fait l'attractivité de ce quartier. Et ce sont aussi des boutiques qui n'ont pas de vitrine. D'habitude, une boutique, comment elle communique? Elle a une vitrine. Sur rue, voilà, où on voit des silhouettes, des tenues, voilà, des choses qui peuvent en effet vous donner envie de rentrer. Et donc il faut créer voilà, cette émulation. En fait. On veut avec ces lieux inciter les gens à aller découvrir, à faire une découverte. Exactement. Voilà. Exactement. Et je voulais. Et ça a été des choix de cœur, en fait, de Morgane Césalory pour ce lieu et de Marie-France Cohen quand elle a choisi le lieu pour Merci. Ils ont trouvé un emplacement, un choix de cœur. Et ensuite, il y a un quartier
commercial qui s'est créé autour de ces deux points de vente parisiens, et c'est devenu après des destinations, c'est pour ça qu'on dit des lieux de destination, des destinations voilà, où les Parisiens, les étrangers, les provinciaux viennent pour aller découvrir une marque, et toutes les autres capsules qui se mettent tout autour. Oui, oui, c'est ça. Et donc, comme on disait, c'est intéressant d'évoquer ce lieu parce qu'on va aussi développer un tout petit peu plus tard l'importance du choix des lieux pour tous les Bien projets sûr, bien pop-up. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, très important, très Euh, important. J'ouvre la parenthèse aussi pour discuter le choix des producteurs avec lesquels la marque a travaillé pour développer sa collection. Parlons un tout petit peu de la qualité, parlons du choix de ces producteurs et est-ce que c'est des producteurs locaux? Est-ce qu'il y a aussi une histoire derrière ces producteurs? Est-ce qu'on peut parler un tout Alors, petit peu bon, là? les chaussures et les sacs étaient et sont principalement fabriqués en Europe. Mhm. Les sacs, il y a pas mal en France. Pour les chaussures, c'est au Portugal, voilà, qui est quand même une destination qui est assez connue pour la fabrication des chaussures. Autrefois, il y avait l'Italie. Bon, l'Italie, c'est le must, l'Espagne, et maintenant le Portugal qui s'est pas mal placé en fait en destination. Ensuite, ça dépendait du produit. Par exemple, pour la soie. Alors oui, c'est made in China, mais bon, beaucoup de soie a quand même du made in China, et puis le made in China permet de fabriquer plus de quantité. Ensuite, je sais que tout ce qui est maille, etc., ça se fait souvent, et Cézanne le faisait dans les pays de l'Est. Donc voilà, les Roumanies, voilà, la Slovaquie, des pays comme ça qui sont devenus, la Pologne, qui sont devenus des pays de fabricants pour la maille, pour voilà. Donc bon, moi j'étais au courant, voilà, parce que j'étais in-house, mais j'étais pas trop au courant du sourcing en fait des produits. Mais je sais que elle est devenue de plus en plus entre guillemets éco-friendly, et que maintenant, voilà, les personnes qui sont au sourcing, voilà, sont très à même, voilà, de mettre en place des produits, voilà, dont on connaît la source, voilà, qu'on peut dire ça vient de là, c'est tel fabricant qui le fait. Voilà, ça devient de plus en plus important, voilà, pour tout le monde, je pense. Oui, Ça oui, a commencé les millennials, bon, ça veut dire et rien dire, mais bon, ce sont eux les premiers qui ont dit, qui ont souligné ce point qu'il fallait faire attention. Mais je dirais que maintenant, ça traverse complètement les générations, et je oui. pense qu'aussi avec la crise qu'on vient de vivre, ça, voilà, on a bien vu, voilà, ça n'a rien à voir, mais bon, les maires ont été votés hier. Il y a quand même une très grande vague verte. Voilà, on est soucieux de savoir, voilà, d'où viennent les D'où produits vient? et comment ils sont faits. C'est Je fait, pense que c'est c'est vrai. important. Daniela, parlons de cette expérience client, cette expérience qui rend les consommateurs plus curieux à aller découvrir des concepts nouveaux et qui tombait bien pour la marque Cézanne parce que peut-être entre les années 2010 et 2017, il y a eu cette envie d'aller découvrir de nouveaux concepts retail qui n'existaient pas parce que on avait un tout petit peu marre de tous les clichés du retail. Donc, l'expérience client de l'appartement Cézanne, est-ce qu'elle a servi pour la base des pop-up stores plus tard? Ah oui, complètement, tout à fait, complètement. Parce que, on va dire, le service qu'on a apporté. Alors, les pop-up stores, ça a été vraiment une grande gymnastique. D'abord parce qu'on n'avait pas énormément de stock, parce que la marque marchait bien, il y a eu l'appartement qui s'est ouvert, et plus les ventes online. Donc, on a vraiment dû batailler pour le stock, parce que c'est pas la peine de faire un pop-up store si on peut pas offrir du stock derrière aux clientes, parce que ça fait partie intégrante de l'expérience. Donc, les premiers pop-up stores, donc le premier en absolu, c'était avant que j'arrive chez Cézanne, avait été au Bon Marché. Je crois en septembre 2016, il y avait eu un premier pop-up store qui avait été, je crois, une folie. Et Mhm. ensuite, le deuxième, nous l'avons fait en même temps que l'ouverture de l'appartement. On a fait un premier pop-up store à Lyon, donc la deuxième plus grande ville française, en partenariat avec une boutique multimarque qui a vidé sa boutique
Pour Totalement recevoir. de tout, c'est-à-dire qu'elle a vidé de son mobilier, de ses produits pour recevoir Cézanne, voilà, au cœur D'accord. de Lyon et pour et ça a été voilà un énorme succès parce qu'on est venu avec nos meubles, donc on avait des meubles vintage, donc dans l'appartement Cézanne, il y a vraiment c'est l'appartement Cézanne. L'idée, c'est que vous rentrez complètement dans l'univers de Morgane Césalory, donc des meubles qu'elle aime, des couleurs qu'elle aime. Voilà, il y a toujours donc des meubles vintage, souvent en velours, hein, en vieux rose, des tapis, des fleurs, des tables basses, voilà, du vieux mobilier de bureau comme des étagères, la caisse qui reprend des vieilles caisses de magasins. Voilà, ça a fait une empreinte en fait de marque assez forte et on se trimballait avec tout ce mobilier à chaque fois d'une ville à une autre. Donc il faut vous imaginer bien une logistique La et logistique, voilà très précise parce qu'on n'a pas tellement droit à l'erreur. Surtout que quand vous venez pour la première fois à Lyon, il y a des queues et des queues de files d'attente, oui. voilà, de consommatrices, voilà, qui sont Qui veulent ravies parce venir que à la voilà, rencontre. elles n'ont pas besoin de prendre le TGV pour aller à Paris pour voilà. Et donc en termes d'expérience, c'est toujours la petite madeleine qui est offerte, le café, la citronnade, voilà, vraiment comme on vous reçoit à la maison, vous venez et on va s'occuper de vous. Mm. Euh, on a cherché des partenariats avec le petit boulanger du coin, voilà, là une fleuriste à chaque fois parce que à l'époque donc on avait des énormes partenariats avec des fleurs chez Cézanne. Je crois que tous les lundis on recevait, je sais plus, 25 bouquets de fleurs qu'on disséminait dans l'appartement. Pareil dans les pop-up stores, à chaque fois on a trouvé des fleuristes locales pour refleurir voilà les pop-up stores localement. On va Mm. dire, ben, c'est intéressant pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est vraiment un échange, voilà, et se remettre dans un écosystème. Voilà, on a fait la même chose à Bordeaux, où nous sommes allés ben, juste après Lyon, voilà, dans le centre de Bordeaux. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait Clémence Baconnet qui s'était connectée et que Connecté. j'ai eu comme stagiaire chez Merci et que j'ai retrouvée à Ah! Bordeaux parce que c'est sa ville d'origine, voilà, dans le pop-up store de Cézanne et beaucoup de succès parce que les consommatrices, elles étaient très contentes de nous retrouver en fait et d'avoir les équipes Cézanne qui, voilà, elle nous fait un petit coucou Clémence, Coucou, coucou c'est Clémence Clémence. et on était enchantés en fait de communiquer voilà, avec nos clientes, de les voir en vrai, de pouvoir répondre à leurs questions, de leur donner Oui. toutes les guidelines et toutes les idées possibles sur la marque. J'ai travaillé moi-même donc pendant 2 mois avant de l'ouverture des magasins sur qu'est-ce que c'est Cézanne en magasin, comment parler aux clientes, comment entretenir les produits, quoi leur dire, parce que tout ça, une marque, c'est pas que vendre des Vendre vêtements des en fait, produits. Oui, c'est oui, plein d'autres choses, voilà, oui. qui sont annexées et qui sont importantes à partager, voilà, avec cette communauté qui est immense, Oui, donc à chaque immense. fois, la marque a créé un univers et elle a transposé cet univers dans différentes villes et à chaque fois, elle a créé une dynamique sociale très importante à travers tout ce qui est à côté, donc le Tout à fait. boulanger, le fleuriste, etc. Et pour souligner cet aspect social important. Parlons un tout petit peu du côté communication du pop-up store de ville en ville. Et dans un deuxième temps, les collections dans les pop-up stores, si elles étaient des collections spécifiques à ce pop-up ou pas. Donc, Alors si la on peut parler de ces deux. communication, bah tu as une marque qui est donc largement établie dans les réseaux sociaux et donc mais qui communiquait mais pas trop vite. C'était vraiment en teasing très doucement parce que sinon ça aurait été la guerre. Bah oui, donc voilà, il y avait des personnes qui étaient vraiment en charge, voilà, de la communication, voilà, de faire savoir quelque temps avant, voilà, le pop-up store, l'adresse, etc. On a fait on a commencé en fait avec un pop-up store à faire aussi, c'est-à-dire l'ouverture normale, on va dire 10h, 19h, et à partir de 19h de recevoir soit de proposer à des très bonnes clientes
donc qui achetait beaucoup, de venir avec les 10 ou 20 meilleures copines et donc d'avoir une soirée pour elles, d'avoir de 19h à 21h, donc le pop-up store pour elles avec petit champagne, petit four, etc. et toutes les équipes de Cézanne à leur service, voilà, pour qu'elles puissent acheter avec petits cadeaux spécifiques parce que la marque Cézanne a été très connue pour voilà tous les tote bags, les carnets, les vernis, voilà tous les petits cadeaux qu'on peut faire, voilà les pochettes, voilà qu'on peut faire aux consommatrices. Également les soirées destinées à des influenceuses qui invitaient d'autres influenceuses. Donc voilà, tout ça c'est un microcosme en fait. Voilà à chaque fois et vous imaginez bien que les influenceuses de Paris sont pas celles de Lyon et sont pas celles de Bordeaux. Et donc à chaque fois, ça draine, voilà, des gens. Et le premier jour d'ouverture, je peux vous dire que même sous la pluie, moi j'étais en caisse, j'ai voyé la file faire le tour, j'avais devant, à côté, ça partait tout le monde avec son parapluie en train d'attendre sagement, voilà, de pouvoir ouvrir. Et c'est incroyable, voilà, d'être dans ce succès-là, voilà, d'une marque. Daniela, juste une petite parenthèse. Je vais faire passer toutes les photos que tu m'avais envoyées en stories pour les faire montrer en intégrité. Et je vais te taguer, donc tout le monde pourra avoir accès à ces belles photos. Ok? Impeccable, super. Oui. Et donc tu disais les collections, non, ce n'étaient pas des collections spécifiques parce que la marque était trop jeune, pas assez organisée. Voilà, on piochait en fait dans les collections. Alors, il est arrivé, par exemple, au Bon Marché, quand j'ai fait l'ouverture donc au mois d'août, qui a suivi donc que la collection Cézanne à l'époque avait des dates très précises. Il y avait la grande collection, les plus petites collections, les collabs. Donc tout ça aussi parce que par rapport à une marque physique, on va dire traditionnelle, qui fabrique 2 collections par an et peut-être 2 collections de pré-collections par an, sur Internet, on peut pas se permettre de rester pendant 6 mois avec une seule offre de produits. Hein. En 5 minutes, je pense que vous ne faites pas de communauté et les gens s'ennuient un peu. Ça fait un peu. Donc, en fait, Cézanne a révolutionné aussi cette idée de petites capsules. Voilà, presque tous les mois, des injections de produits qui viennent agrandir, voilà, la collection, qui s'agrandit de certaines pièces et puis certaines pièces, quand c'est fini, c'est fini. Voilà, on a fait une production, on l'a lancée et donc pour le Bon Marché, donc qui était en plein mois d'août et donc j'avais quand même une ouverture qui était quand même importante parce que c'est quand même, on va dire, le grand magasin assez luxe français et donc j'ai dû faire appel à des produits qui étaient là, qui étaient arrivés en avance. Donc, et c'est là aussi on a décidé en fait de mettre en avant tout ce qui était basique. Donc, tous les jeans, certains sacs qui étaient des sacs qui existaient depuis le début et qui étaient iconiques. Voilà, la veste Will, qui est une veste en jean, voilà, qui se fait en velours, en blanc, en bleu, en noir. Donc, voilà, de mélanger les basiques et quelques pièces un peu fortes. Voilà, des robes, des imprimés, parce que Cézanne, c'est aussi en fait un vestiaire qui est pour une certaine partie des carry-over que vous gardez voilà, d'année en année, qu'on revisite un petit peu, mais qui servent de base en fait à votre offre de ce que vous allez offrir à vos clients. Oui, je me permets de parler un tout petit peu de la gamme de prix de la collection Cézanne et surtout la clientèle qui peut se permettre de s'offrir une pièce Cézanne. Le choix de la gamme de prix. Moi, je dirais que c'est un premium. C'est une gamme premium. On va dire que tout ce qui est, il y a beaucoup de 90-95 euros. Voilà, il n'y a pas tellement de choses en dessous, donc ça pourrait paraître. En fait, les DNVB ont eu cette spécificité, c'est-à-dire au début de rentrer avec quelquefois un seul produit, avec un monoproduit et d'étoffer leur gamme au fur et à mesure. Mais c'est un produit qui est relativement ce qu'on appelle smart cost, donc dont le coût est quand même relatif. Voilà, amorti. Pour certains portefeuilles qui peuvent paraître chers,
mais ils sont rentrés en fait dans une gamme qui se retrouve entre le haut du mass market et le bas du luxe, qui n'existait pas vraiment, qui n'était pas encore très défini à l'époque. Et donc de rentrer en fait dans cette segmentation-là. Donc en effet, beaucoup de 95, 105, la maille à 80, 95, les chaussures qui démarrent certaines à 90, 95 jusqu'à 120. Après, quand c'est des chaussures un peu plus travaillées, un peu plus uniques, ça peut aller jusqu'à des chaussures d'hiver, des bottes jusqu'à 180 €. Donc voilà, qui reste quand même dans un menu contenu. Mais bon, il y a quand même de la recherche, il y a quand même une recherche de collection, une recherche d'assemblage. Donc voilà, moi je pense que le prix est assez justifié. Voilà, si le produit ne s'abîme pas tout de suite, voilà, pour ces basiques-là, moi j'en ai certains depuis ces années-là, le prix est justifié. Après, sur certains produits en soie, peut-être que c'était, alors ça, s'il n'y a que moi qui parle, vraiment, ça n'engage que moi. Voilà, c'était un peu cher compte tenu du fait que quelquefois, voilà, on le portait une seule fois et ça tirait un peu sur les coutures et voilà. Et donc, mais bon, en même temps, il y avait possibilité de retour. Donc voilà, beaucoup de compréhension de la part de la marque quand un produit était défectueux. Donc voilà, je pense que le produit était au bon qualité-prix en fait. D'accord. Et comment on pourrait en fait décrire la clientèle de Cézanne? Quel est le profil? Le profil, c'est vraiment la working girl, je dirais, 25-35. Donc la jeune femme qui démarre avocate, qui rentre consultante chez Danone, voilà, dans la mode. Beaucoup de gens de la mode parce que c'était une marque qui est devenue très vite iconique et donc ça faisait bien. Voilà, ça vous montre un certain statut, comme le luxe d'ailleurs, qui voilà, ou d'avoir une montre d'une certaine marque ou une veste d'une certaine marque. Voilà, ça vous indique que vous faites partie d'une catégorie socio-professionnelle et voilà. Mais elle est impressionnante cette communauté parce que au jour d'aujourd'hui, elle est immense. Il y a une communauté à part, voilà, qui s'est très vite créée sur Facebook qui s'appelle les Cézanne Addicts. Je pense que c'est la seule marque au monde qui ait créé cette sorte de communauté. Elles s'échangent leurs pièces, les revendent. Voilà, elles se précipitent au moment des ventes pour acheter des tonnes de choses, même peut-être pas forcément dans leur taille et dans leur couleur, mais qu'elles utilisent pour revendre, pour échanger. Voilà, c'est impressionnant. Voilà. Donc, vous pouvez acheter votre Cézanne, le revendre 3 ans après, d'une manière hyper facile. J'en ai fait l'essai, il y a pas plus qu'une semaine, voilà, où j'ai revendu un chemisier qui, je ne le savais pas, était une pièce rare parce qu'elle avait été fabriquée en très peu d'exemplaires et les enchères ont monté alors que moi, j'avais pas du tout envie de faire d'enchères. Et je vais te dire, la personne qui me l'a acheté, me l'a acheté et une demi-heure après, elle l'a remis sur le site et elle l'a revendu 100 € plus cher. Ah, donc, quand même. C'est un truc, je n'arrive même pas moi-même à l'expliquer. C'est quelque chose d'incroyable, le succès de cette marque. Parce que ça se fait hors Cézanne. C'est pas du tout Cézanne qui contrôle. C'est ça. Donc, c'est intéressant. Je pense qu'il y a une étude à faire pousser. Voilà, sur cette marque. Sur ce sujet. Ah oui, complètement. C'est ça. Complètement. J'étais très curieuse parce que en suivant aussi la marque, ses démarches, etc., je pensais tout le temps à l'idée d'avoir cette communauté qui vraiment suit la marque et qui va faire du brand advocacy, qui va en parler mais comme complètement. si on y était. Mais elles connaissent le produit. Mais impliquées, c'est-à-dire que nous, elles arrivaient en boutique, elles connaissaient le prix, la composition, tout sur le produit. Donc, juste, elles voulaient le voir parce que voilà. Mais elles étaient presque plus formées que mes vendeurs. C'est pour ça que je devais challenger mes vendeurs tout le temps, leur disant tous les jours vous devez les regarder. Voilà, quand il y a des sorties de collection, vous devez les connaître parce que sinon, qu'est-ce que vous leur apportez comme service en fait. Bon, alors c'est vrai qu'il y a tout un service pour l'entretien, le service de venir parler. Il y a certaines clientes, elles venaient tous les jours
Donc, elles n'avaient pas forcément besoin d'acheter. C'est vraiment un cas particulier. Tous les Oui, jours, papoter avec les vendeurs de oui, la oui, marque. oui, Elles ne les achetaient pas forcément. Et tous les jours, elles venaient quand le magasin était ouvert. Tous les oui. jours. Et donc là, c'est un exemple très clair d'une marque qui s'est créée et qui va au-delà du concept de la vente et qui est vraiment une marque relationnelle et qui a créé juste des one-on-one avec les consommateurs. Exactement. Et ceci, je Exactement. pense, lui a donné la valeur, cette valeur très importante qui lui fait tout ce qu'elle est en fait aujourd'hui Oui, en sur le même temps, il marché. faut faire attention parce que là, voilà, on a ce qu'on vient de vivre. Donc, les boutiques n'ont pas encore réouvert. Il n'y a que l'appartement qui a réouvert sur rendez-vous à cause du Covid. Ensuite, bien sûr, quand ils sont en grand magasin, les corners sont ouverts. Mais la marque n'a pas encore décidé, voilà, et depuis mon départ, donc moi je suis partie en 2018, ils ont ouvert donc un autre petit appartement dans le 16e, qui était plutôt une boutique d'accessoires d'un côté et un click and collect de l'autre. Ensuite, ils ont ouvert la droguerie, je crois que ça s'appelle la droguerie générale dans le 17e, qui est une immense boutique avec un sous-sol, voilà, qui reprend des nouveaux codes. Et ils ont ouvert à Londres, ils ont ouvert à New York. Et ils ont ouvert, et donc on avait une conciergerie, parce que nous on avait l'appartement Cézanne, la librairie Cézanne, qui était donc un petit lieu tout petit, très intimiste, donc qui était surtout dédié aux accessoires. On disait des accessoires, du livre et du café. On Oui, avait voilà un petit coin café qui était vraiment for free, où les clientes venaient s'asseoir, papoter, regarder leurs emails, faire un rendez-vous, voilà, mais qui a été fermé ensuite pour devenir Demain. Donc la boutique de demain, parce que ben, le problème d'Internet, c'est que vous avez beaucoup d'achats, mais vous avez aussi beaucoup de retours. Et donc, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes une marque DNVB et que vous avez des énormes stocks et que c'est difficile en fait d'organiser une vente privée oui, oui. 2 fois par an. Donc, l'idée, voilà, ça a été finalement bah, de tous les mois, entre le 20, elle appelait ça l'appel du 21, mais tout est dans le vocabulaire, l'appel du 21. Elle faisait des ventes donc du 21 au 30 du mois, donc pendant 10 jours dans cette boutique qui était devenue la boutique de demain. Et donc, ce sont les anciennes collections, mais en même temps, elle créait 1 ou 2 produits spécifiques pour la collection. D'accord. C'est-à-dire le t-shirt de février, celui de mars, celui d'avril. Oui, Donc, oui. des produits encore plus iconiques que vous imaginez bien que ces D'accord. addicts s'arrachent. C'est ça. C'est Et voilà, tout est, mais c'est étudié sans étudier parce que c'est vraiment beaucoup d'intuition au fur et à oui, mesure, oui, voilà, oui. que la marque avance. Et aujourd'hui, quand vous avez aussi beaucoup de marques, voilà, qui vous font rentrer, immerger dans un univers et que finalement Cézanne, j'ai pas eu le temps encore d'aller le voir, mais le dernier pop-up qu'il a fait donc au Bon Au Marché, l'hôtel marché. dit Cézanne, que tout le monde dit très joli, tous les codes, voilà, et le vocabulaire avec il gelato, ciao, voilà, tout le vocabulaire emprunté de l'Italie qui nous plaît à tous. Je suis moi-même italienne et je sais que c'est forcément, c'est ce qu'on appelle, voilà, on fait fonctionner l'émotionnel du client, Oui, mais on ne oui, oui. retrouve pas, voilà, toute la facilité que pouvait avoir finalement, que peut avoir le e-commerce et le online, voilà, et se renouveler pas évident. C'est-à-dire qu'en 2017, c'était le hit. Voilà, tous les L'Oréal, Louis Vuitton, tous les grands venaient chez nous. Voilà, et on leur faisait des visites privées, on leur expliquait comment ça marche, parce qu'ils ont aussi pris ça a fait bouger les lignes. Voilà, Oui. toute cette mise en place de Cézanne partout. Je veux dire, du mass market au luxe. Mais aujourd'hui, je ne suis plus certaine, voilà, que au jour d'aujourd'hui, tenté juin 2020, ça soit une marque voilà, qui fasse bouger les lignes. Donc, il faut qu'il Hmm. se réinvente. Parce que Réinvente, oui, le oui. commerce, c'est ça, en fait. C'est sans arrêt se poser des questions et faire pour le mieux. Et on a une question, deux questions. C'est Oui, Nicolas, je pense, de Retailoscope. Merci oui. Nicolas, je te passe le bonsoir. Il te demande pourquoi les magasins restent fermés et tout le retail a ouvert. Je ne sais pas si tu as des réponses. J'ai pas de réponse encore. Non, non, j'ai pas de réponse encore. Je sais qu'ils ont repris en fait l'ancienne façon de faire, c'est-à-dire que de recevoir les clientes une par une.
Donc, Oui, ils sont ouverts sur rendez-vous. Vous prenez rendez-vous. Et donc, vous avez un personnage shopper, voilà, qui vous accompagne et qui s'occupe vraiment de vous, voilà, avec la madeleine et le café et vraiment l'expérience, voilà, la plus personnalisée possible. oui. Euh, Après, est-ce que on a peur, voilà, de devoir refermer? Est-ce que ça a été une trop grande ouverture et que maintenant on se rétracte? Voilà, je j'ai pas d'informateur, D'accord. voilà. Nicolas, j'espère qu'on t'a répondu. En tout cas, on avait discuté un tout petit peu tous ces nouveaux concepts avec Retailoscope la semaine Oui, bien dernière. sûr que j'ai Et écouté donc, avec tu as... beaucoup Oui, d'intérêt. oui, 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 oui. merci. Merci pour tes commentaires. Et parlons donc, on a donc fait le point sur l'importance du retail de se réinventer et Oui, de repenser tout ce qui, toutes les décisions en fait en fonction de l'environnement extérieur qui est aujourd'hui un élément très important dans très les important, décisions. très Voilà. important. Et donc, Déjà, c'est un métier de day by day. oui, C'est-à-dire que quand vous êtes en magasin, vous ouvrez votre magasin. Je l'ai vu chez Merci, je l'ai vu chez Cézanne. Vous ne savez pas quelle va être votre journée en magasin. oui, Donc, il faut s'inventer, voilà, avec toutes les équipes. Voilà, soit il y a personne et on range et on nettoie et on étiquette et on rend le magasin plus beau en coulisses et on fait, voilà. Soit il y a beaucoup de clients, on stoppe tout, on s'occupe des clients. Voilà. Le retail, faut être hyper agile et de plus en plus. oui. Parce que tout ce qui est e-commerce est agile. C'est facile de changer une photo, de mettre un petit coucou, de faire une story. Voilà, c'est devenu très très facile de le faire. Donc le retail doit prendre cette agilité-là, mais c'est pas évident quand vous avez une structure avec un magasin, des horaires, des vendeurs. Voilà, des stocks qui sont là aujourd'hui. Voilà, et il faut pouvoir rediriger le client sur le stock online s'il n'a pas le produit. Voilà, et pareil, on fait un lancement de produit. Et au début de Cézanne, ça a été très compliqué parce que Oui, on faisait des lancements en fait le stock, je l'avais pas. Donc le mercredi, quand on faisait les lancements, voilà, ça a dû mettre toute une structure en place avec la supply chain pour oui. pouvoir très en amont, voilà, parce que en fait c'est un stock à flux tendu. Il arrivait à la last minute Last avant le minute, oui, lancement, oui, bien oui, sûr, parce qu'avant on avait fait des photos, etc. Mais oui, le vrai stock, celui qui était à vendre, arrivait last minute pour être vendu. Donc comment il peut être à last minute en entrepôt et ne pas être en magasin? Donc tout ça, ça a été de l'apprentissage, de la mise des process, voilà, de oui, dire bah non, alors notre vente, on la décale. Ne la faisons pas à cette date-là. On attend que le stock soit arrivé, on la décale parce qu'il faut que le magasin soit aussi bien que le que le online. Et oui, maintenant, je pense qu'on voit apparaître, voilà, que le magasin devient une réserve. Finalement, il est là pour aussi servir tout ce qui se passe dans le e-commerce. Et oui, peut-être que oui. le silence de Cézanne pourrait être, en fait, parce que Repenser, repenser repenser ces finalement le décisions. physique, voilà, Oui. repenser les décisions avec ce qui vient de se passer et le Et, faire d'une manière différente. et tu évoques un point très important qui est ce passage du consommateur fluide entre le online et le offline qui n'est pas très évident pour des marques peut-être traditionnelles, établies et qui se lancent dans le digital. Et en même temps, pour des marques digital natives qui souhaitent faire des représentations physiques plus régulières et qui n'arrivent pas à faire ce seamless, ce trajet très Exactement, ouais. voilà, et comme si Cézanne a pu le faire avec beaucoup de fluidité. Alors, ils ont pu le faire avec beaucoup de fluidité, déjà parce que l'outil a été créé pour Cézanne. Hmm, Et surtout, il y a un seul dénominateur, c'est l'adresse email. Donc, que vous alliez en magasin ou que vous soyez online, il y a un dénominateur pour reconnaître le client, c'est son adresse email. C'est tout. d'accord. Et donc, et On n'a pas autrefois, compliqué les on n'a pas tâches. compliqué les tâches. Non, non, on n'a pas compliqué les tâches. Autrefois, vous aviez des boutiques qui avaient un listing client, le vieux cahier, on écrivait Madame Intel a acheté une jupe noire et une jupe blanche. Oui. J'exagère, mais exprès. Voilà. Et les marques qui, pour beaucoup, et surtout dans le luxe, ont eu du mal à se mettre, voilà, au e-commerce parce qu'ils pensaient que c'était un danger et ils ne le voyaient pas comme quelque chose d'une plus-value.
en fait. Et donc, quand vous avez un fichier d'un côté et un fichier de l'autre, de faire que ces deux fichiers soient un seul et unique, il en faut du travail, quoi. Oui, oui, Donc, et certains sont encore en train de le faire. oui. Donc, oui, Cézanne a facilité dès le début, dès le démarrage, en mettant en fait les bons outils nécessaires. Voilà, je pense que pour tous ceux qui veulent se lancer, voilà, avoir un bon outil, voilà, de gestion, de caisse, de stock, voilà, un seul et unique, c'est énorme. D'accord. C'est vraiment un conseil que je dirais à ceux qui entreprennent, voilà, des marques qui seront vendues online et qui feront des pop-up stores certainement dans le futur. Oui, 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 évidemment, je voulais consacrer quelques petites minutes à ces conseils parce que on arrive à la 50e Mhm. minute et on risque toujours avec D'être ça coupé. d'être coupé. Ouais. Et donc, voilà, on a parlé de cette marque, on a parlé de son parcours, de ses choix, de ce parcours physical entre le physique, le digital, etc. De l'histoire de la marque. Donc, la possibilité de créer une histoire et de faire vivre les clients toutes les étapes que la marque veut. Il faut toujours se mettre à la partager. place du client, toujours. Oui, C'est-à-dire oui, qu'est-ce qu'il va penser, en quoi je peux mieux faire. Et c'est vrai que chez Cézanne, ça a été un superbe exercice parce que c'était constant. Et si un jour, aujourd'hui, on avait une bonne idée, mais demain, elle était meilleure, on était capable de tout révolutionner pour mettre en place en fait la meilleure idée, voilà, pour les clientes en fait. oui, Et oui. c'est cette exigence en fait qu'il faut garder en tête tout le temps. Et de savoir que dans le retail, il n'y a jamais une version parfaite. Il Non, faut faire une version et de l'améliorer constamment. Et ce ça, que j'appelle le c'est... test and learn. Oui, oui, c'est ça. Et de toujours avoir cette ligne d'évolution pour faire de son mieux et en fonction, en fait, de ce que le client attend de nous. Exactement, Euh, exactement. Daniela, Oui, la semaine prochaine, je pense, on oui. aura On un autre parlera d'un lieu encore complètement différent. très Voilà. intéressant. Et donc, j'invite On tout le garde le monde. suspense On va dévoiler les infos la semaine au prochaine. fur et à mesure. C'est ça. Et j'invite tout le monde à aller sur ta page Instagram et de revenir vers toi s'ils ont des questions. Et Avec on va plaisir, je répondrai avec plaisir. Oui, et je vais partager les photos que tu as choisies là sur les Les, stories. Et donc, les gens pourront voir les détails de l'appartement Cézanne et tous les exemples des voilà, pop-up qu'ils ont fait. conciergerie, librairie, le pop-up je crois que, qu'est-ce que je t'ai mis? Je sais plus, du bon marché. Du bon marché, oui. Exactement. Voilà, en fait, le premier, entre guillemets, stand plus, on va dire, permanent de la marque parce qu'elle a rechangé 3 autres lieux. Mais voilà, celui que j'ai mis en place en août, donc, 2017, dont on a parlé tout à l'heure. Très bien. Donc, on va partager tout ça et on vous invite tous à nous rejoindre la semaine prochaine pour un nouveau lieu, une nouvelle marque et un nouveau concept à découvrir. Exactement. Et je te remercie, Merci, Daniela. Galia, et merci à tout le monde. Bonne Merci, bonne soirée. soirée. Ciao. Merci. Au revoir. Ciao, Au ciao. revoir.